Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour cet épisode un petit peu particulier puisque dans cet épisode, je vais répondre à certaines de vos questions concernant mon rôle d'ancien préparateur mental dans la police nationale française. Donc on a reçu différentes questions sur les réseaux et aussi, donc sur les réseaux c'est Instagram, on en a reçu aussi sur Facebook, LinkedIn et on en a reçu aussi via le site internet www.mapuissancementale.com. Donc, d'ores et déjà, si à l'issue de cet épisode, vous avez le sentiment peut-être que j'aurais pu aller plus en précision, que j'aurais pu répondre un peu différemment parce que j'ai peut-être pas donné assez d'exemples, ou alors que vous avez une ou plusieurs questions qui vous sont venues, n'hésitez pas à nous contacter soit via les réseaux sociaux, soit via notre site internet. Et ça sera vraiment un plaisir pour nous de recréer un autre épisode. Et d'ailleurs, même si vous avez des idées, si vous avez des besoins, si vous avez des problématiques comme ça, des thèmes que vous aimeriez que j'aborde sur les différents épisodes, n'hésitez pas aussi à nous le dire parce que ce podcast, il est là pour vous aider du mieux possible. Alors, ce rôle de préparateur mental dans la police. Déjà, avant de commencer, je ne suis pas rentré directement comme préparateur mental dans la police parce que souvent on me pose la question. Non, j'ai commencé moi la police en 2005 et je l'ai quitté en 2020. Et pendant ces 15 ans, ça a été un petit peu découpé, c'est-à-dire que pendant 10 ans, j'ai été en unité opérationnelle, j'ai été sur le terrain. Et pendant à peu près 5 ans, j'étais à la formation spécialisée en maniement des armes, en sport, en technique d'intervention, en secourisme et évidemment en préparation mentale. Sur les formations que j'ai reçues dans la police nationale concernant la préparation mentale, j'ai été formé via le Centre national des sports de la défense, donc chez les militaires, avec la méthode TOP, TOP, technique d'optimisation du potentiel. Donc j'ai été formé en tant que moniteur TOP et en tant qu'instructeur TOP, donc l'équivalent de formateur en technique d'optimisation du potentiel. Et pour la petite histoire, j'ai été le premier instructeur TOP de la police nationale française. Donc c'est aussi un privilège pour moi, j'étais très fier de ça. Et d'ailleurs, j'avais même terminé major de promotion. Donc voilà, j'étais très fier de ça, mais surtout, c'était suite à beaucoup de travail. Et évidemment, ça, c'est les formations que j'ai reçues via la police. Mais en parallèle de ça, j'ai fait énormément de formations. Je me suis formé en France, je me suis formé à l'étranger. Concrètement, les formations que j'ai débutées, j'ai commencé à partir de 2001, 2002 à vraiment m'intéresser à toutes ces techniques de coaching, de développement personnel, de préparation mentale pour aujourd'hui être à la tête de l'Académie de puissance mentale. Mais en fait, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de faire un parallèle entre les formations que je suivais et ce que je pouvais vivre dans mon quotidien. Donc autant vous dire que pendant 10 ans, en unité opérationnelle, j'ai pu vraiment faire des parallèles incroyables. J'ai tiré des apprentissages énormes par rapport à ce que je pouvais vivre, autant moi personnellement, autant donc en tant que policier de terrain, autant avec le groupe, les autres collègues, mais aussi via certaines interventions, parce que lorsque vous intervenez sur différents types d'interventions, c'est rare en fait qu'on appelle la police quand tout va bien. On n'appelle pas pour dire « Oui, bonjour la police, écoutez, je vous appelle pour vous dire que tout va bien avec ma femme, c'est génial, avec mes enfants, tout va bien, il n'y a aucun problème, c'est génial. » Non, c'est pas tout à fait ça. En réalité, quand les gens nous appelaient, c'était parce que soit il y avait des drames, soit il y avait des infractions qui étaient en cours. Et donc là, on était amené à intervenir rapidement. Et donc ça, concrètement, ça m'a appris à agir sous pression, à gérer mon mental, à gérer mes émotions, à être capable de faire preuve de discernement. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que j'ai toujours été au top du top? Non, évidemment. Mais par contre, c'est vrai qu'au fur et à mesure de mon évolution, j'ai compris comment justement je pouvais améliorer tout ça. Et ça a été une vraie démarche pour moi parce que quand j'étais jeune policier et sur la fin de la période où j'étais sur le terrain, croyez-moi, la façon dont j'intervenais était complètement différente parce que j'avais cette compréhension de l'humain, autant moi que les personnes que avec qui j'étais en contact.
Quand vous avez cette connaissance-là, ça vous aide vraiment à interagir, ça vous aide vraiment à agir de la meilleure manière que ce soit. Ce métier de policier était un métier vraiment difficile parce que peut-être que vous avez, c'est un petit aparté que je fais, mais peut-être que vous avez la vision de ce métier-là par ce qu'on peut en dire sur les médias, ce qu'on peut en dire dans la presse et autres. Mais croyez-moi, c'est un métier très dur. C'est un métier qui, pour moi, j'ai vu des choses, j'ai vécu des choses qui ont été très très difficiles et j'ai un profond respect pour les gens qui aujourd'hui exercent encore ce métier et je tiens vraiment à les remercier. Petite aparté. Donc aujourd'hui, je vais répondre à vos questions concernant mon rôle de préparateur mental dans la police. Et bien c'est parti. Première question, sachant que évidemment, je vais répondre à vos questions en toute transparence, sans tabou, sans langue de bois. Comptez sur moi. Première question, comment préparais-tu les interventions matinales ? Lorsque la personne me pose la question sur les interventions matinales, c'est vrai que j'en ai parlé quelques fois, c'était lorsque l'on intervenait dans le cadre légal de 6h du matin où notre mission c'était d'aller interpeller des personnes qui avaient commis des crimes ou des délits et on avait l'autorisation par le procureur d'aller les chercher à leur domicile. Et donc là, très souvent, on était amené à fracturer la porte pour arriver par surprise parce que c'était des gens qui étaient potentiellement dangereux, qui pouvaient être armés. C'était des gens qui avaient commis des braquages, qui pouvaient être sur des trafics de stupéfiants, qui avaient fait des séquestrations. Enfin bref, tous ces domaines-là qui étaient vraiment dangereux. Et parfois même, nous sommes intervenus. Donc moi, j'étais pas au RAID, j'étais pas au GIGN, j'étais sur une unité départementale et on intervenait parfois à la place de certains groupes d'intervention tout simplement parce que ces groupes-là étaient déjà pris. Donc, ça nous a donné l'occasion de faire pas mal d'interventions très intéressantes. Donc, comment je me préparais ? C'est très simple. Concrètement, une intervention, mais quelle qu'elle soit, hein, là je vais vous parler de l'intervention police, mais ça peut être si demain vous préparez une conférence, si demain vous avez un entretien, si vous avez une compétition de sport, si vous allez même, et que ça vous stresse, vous allez aller chez votre belle-mère, vous pouvez aussi préparer mentalement cet événement. En fait, il faut bien séquencer, il y a à peu près quatre périodes. Il y a le avant, il y a le juste avant, il y a le pendant et il y a le après. Dans le avant, donc là, on se situe à peu près jusqu'à 2 heures avant l'événement, à peu près, hein, ça peut être variable en fonction de l'événement évidemment, mais le but, c'était de préparer mon cerveau à des événements qui soient pour lui le moins inconnus possible. Je m'explique. C'est-à-dire que le cerveau, lui, ce qu'il n'aime pas, c'est l'inconnu. Parce que quand il a quelque chose d'inconnu, il y a le stress qui monte, il considère ça comme un danger et du coup, il nous fait agir en mode réactif plutôt qu'en mode discernement et vraiment en mode adapté. Donc là, l'idée, c'était de préparer mon cerveau à l'intervention. Donc dans le avant, je m'imaginais, parce que moi, j'étais sur le rôle de l'effraction, donc j'étais avec un binôme, j'étais très souvent avec mon ami Mino. Mino, si tu m'entends, je te fais une bise, mon ami. J'étais au binôme effraction. Donc là, l'idée, c'était de fracturer la porte à l'aide d'un door raider. Un door raider, c'est un gros vérin hydraulique. Donc vous avez la bonbonne qui est très lourde sur le dos, ça fait à peu près 20 kg. Et puis le vérin, de mémoire, je crois qu'il fait 15 ou 20 kg, quelque chose comme ça. Donc c'était du poids qu'on avait sur nous, en plus de l'équipement de protection. Et donc là, je me préparais dans le avant en m'imaginant l'intervention avec le peu d'éléments que j'avais. C'est-à-dire que si on nous avait dit que c'était un pavillon, je m'imaginais sur un pavillon quelconque. Si c'était sur un appartement, oui, je m'imaginais par rapport à l'appartement. Et je m'imaginais donc avancer et me diriger jusqu'à la porte et après répéter mentalement les gestes techniques. Par contre, je vais vous donner un détail qui est vraiment fondamental juste après. Je m'imaginais donc poser le vérin, etc. Dans les moindres détails, je le faisais très lentement, mentalement très lentement. Et après, je le faisais à vitesse réelle. Je m'imaginais le faire parfaitement. Et ça, ce qui est important, parce que quand on imagine comme ça, et quel que soit votre événement, on dit toujours oui, il faut visualiser, c'est important et tout. Ok, c'est important, mais il y a des points vraiment fondamentaux à ne pas louper pour que justement cette visualisation, cette imagination, cette anticipation optimale soit le plus efficace possible. La première des choses, c'est lorsque vous vous imaginez peut-être vous voir, donc en prenant du recul par rapport à vous-même, peut-être en train de le vivre. Vous vous imaginez aussi les bruits que vous pouvez entendre, peut-être qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, qu'est-ce que vos collègues peuvent vous dire, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là. Et dans le ressenti, ce qui est important, c'est
quelle compétence, quelle habileté mentale vous avez besoin de ressentir. Est-ce que c'est de la confiance? Est-ce que c'est de la sérénité? Est-ce que c'est du dynamisme ou autre chose finalement? Ça, c'est important de vous demander de quoi vous avez besoin de ressentir à ce moment-là. Et par contre, le point fondamental sur lequel il faut vraiment porter attention, c'est de préparer votre mental à ce qu'il soit prêt à n'importe quelle éventualité. Là, concrètement, nous, quand on se préparait sur des interventions matinales comme ça, évidemment, on ne pouvait pas tout prévoir. Et d'ailleurs, des fois, on nous disait même, la porte, elle est comme ci, elle est comme ça. Et quand on arrivait sur place, elle était complètement différente. On nous disait aussi, il y a une entrée comme ci, comme ça. Et en fait, c'était différent. Bref, on se préparait aussi à ce que les informations qu'on nous a données ne soient pas les plus justes et qu'on soit en mesure de s'adapter. Donc là, ce qui est important, lorsque vous vous imaginez dans la situation future, c'est de préparer votre mental à ça. Tout simplement en vous disant intérieurement, par exemple, quelle que soit la situation, je suis en mesure de m'adapter. Je répète, quelle que soit la situation, je suis en mesure de m'adapter. Peut-être qu'il peut se passer des choses compliquées, peut-être qu'il peut arriver des événements extérieurs. Je m'adapte et je focus uniquement sur ma mission. Là, quand je dis sur ma mission, moi, par exemple, je savais qu'il pouvait y avoir des bruits extérieurs, je savais qu'il pouvait y avoir des personnes extérieures qui arrivent sur le dispositif. Tout ça, j'avais pris en compte, j'avais listé toutes les possibilités qu'il pouvait y avoir, mais il y a toutes celles qu'on n'avait pas prévues et je vais vous en donner une juste après. Tout ça, moi, je me disais, si jamais je sens une perturbation extérieure, je suis capable de m'adapter et en revenant sur un focus interne, d'accord? Donc, parce que souvent, notre attention est attirée sur un focus externe, sur ce qui se passe à l'extérieur, et là, du coup, on agit un peu en mode automatique et parfois, on peut faire n'importe quoi. Donc là, l'idée, c'est vraiment, quand on a le sentiment d'aller en focus externe, de revenir en focus interne et de gérer réellement ce qui dépend absolument de nous. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je suis en mesure de m'adapter. Je vous raconte comme ça l'histoire d'un moment, d'une intervention où on allait interpeller une personne où on savait qu'elle était armée. Normalement, d'ailleurs, sur cette intervention, c'était pas à nous d'intervenir, c'était à une équipe encore plus spécialisée. C'était au RAID d'intervenir, mais à ce moment-là, ils n'étaient pas disponibles. Donc, on y allait et on avait eu l'information comme quoi cette personne était possiblement armée d'une Kalachnikov. Autant vous dire que si elle tirait à travers la porte, on allait tous ramasser. Donc là, l'idée, c'était d'y aller le plus discrètement possible et d'ouvrir la porte très rapidement pour que les collègues qui étaient à l'interpellation puissent rentrer très rapidement dans l'appartement et menotter les individus. Au moment où je positionne le vérin hydraulique, ce vérin hydraulique, donc, faut savoir qu'il est en deux parties mobiles. Il y en a une qui va au sol, enfin en trois parties plutôt. Il y en a une qui vient se caler sur le sol, une partie qui vient se caler sur la porte et une autre partie qui vient se caler dans le haut de la porte. Et en fait, ça va effectuer une poussée horizontale pour ouvrir la porte. Donc, il y a un appui en bas, un appui en haut et la poussée se fait horizontalement. Au moment où je positionne la partie sur la porte, il y a juste un tout petit bruit, mais vraiment un bruit infime, parce que je sais que ça fait du bruit, et parce que c'est de la ferraille contre une porte qui est en ferraille, forcément ça fait du bruit, donc je la positionne le plus délicatement possible. Et à ce moment-là, le chien qui avait à l'intérieur de l'appartement se met à aboyer. Et pour nous, quand on est policier, ça c'est vraiment problématique parce que ça donne l'alerte à l'occupant, à la personne qui est à l'intérieur de l'appartement, et le risque, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est qu'il tire à travers la porte et là que toute l'équipe d'intervention, même si on est protégé, ça ne protège pas non plus à 100%. Donc, c'est un gros risque. Donc là, à ce moment-là, moi, du fait que je me sois prévu mentalement qu'il pouvait avoir des choses extérieures qui se passent, je me suis focalisé uniquement sur ce vérin et ce qui m'a permis de rester concentré et de faire preuve de discernement. Peut-être que si je n'avais pas été préparé mentalement à ça, j'aurais eu mon niveau de stress qui aurait augmenté. Mais là, dès que j'ai entendu du bruit extérieur, dès que mon cerveau a dit bruit à l'intérieur, il faut se dépêcher, là, j'ai été encore plus focus. J'ai eu mon niveau de concentration qui a augmenté, comme si vraiment il n'y avait que mon vérin hydraulique et la porte qui existaient. Et là, j'ai pu procéder. J'étais pas tout seul, j'étais avec mon collègue à l'effraction, on était deux. On a pu vraiment ouvrir cette porte très rapidement, ce qui a permis l'interpellation de la personne. Donc, dans le avant une intervention, ce qui était important, c'était de préparer mentalement, ok, qu'est-ce que je vais faire et qui dépend de moi, et comment je peux le faire de façon optimale, et surtout, préparer son cerveau à ce qu'il puisse y avoir des éventualités. Parce que quand on se prépare mentalement, il ne faut pas se préparer au meilleur,
faut se préparer au pire qui puisse arriver. Parce que plus tu anticipes le pire, alors oui, c'est pas un monde de bisounours ce que je suis en train de vous dire, mais c'est valable aussi pour tous les gens que j'accompagne. C'est-à-dire que si on leur dit « oui, ça va bien se passer, ça va être génial, ça va être beau, tu vas être motivé, les gens vont t'aimer », oui, ça c'est une partie de la pièce. Mais l'autre partie de la pièce qui peut se passer, c'est que ça se passe mal. Et ça, plus on va s'y préparer son cerveau à être capable de s'adapter à la situation, et plus, comme ça, votre capacité d'adaptation va être optimale. D'accord? Donc ça, c'était dans la préparation avant. Il y a le juste avant. Le juste avant, c'est quelques minutes, quelques secondes avant. Là, le but, c'est de se conditionner avant l'événement. D'accord? Parce que dans le avant, jusqu'à 48 heures, 24 heures, jusqu'à 5 heures avant, on peut le faire en fermant les yeux, en s'imaginant et tout. Sauf que dans le juste avant, les quelques minutes qui précèdent une intervention, les quelques minutes qui précèdent l'événement, là, il est important de se conditionner dans l'énergie qui est bonne pour soi. Donc moi, par exemple, je vous donne mon petit truc. C'était un truc d'ailleurs que j'utilisais quand je faisais des compétitions de kettlebell sport. Hein. Peut-être que vous le savez ou pas. J'ai eu l'occasion d'aller sur différents championnats du monde et d'établir aussi un record mondial en kettlebell sport qui est un sport de force. Là, moi, j'avais créé un mot, ce qu'on appelle un ancrage, qui me permettait d'être focus, qui me permettait d'être déterminé, qui me permettait d'être, entre guillemets, ça peut paraître un peu présomptueux, mais dans des conditions-là, on a besoin de ça, invincible, inarrêtable. D'accord? Donc moi, ce mot, je me le répétais, c'est « je suis une machine ». C'est vrai que parfois, ça peut paraître de manquer d'humilité, alors qu'en réalité, moi, quand je me dis « je suis une machine », c'est ce mot-là qui m'aide à augmenter mon potentiel, à être focus et à donner le meilleur de moi-même. Et dans le juste avant, donc par exemple, sur une intervention matinale, lorsque je montais par exemple les escaliers avec le vérin hydraulique. Remettons dans le contexte, hein. Il est avant 6 heures du matin, donc on intervient à 6 heures moins 1, enfin on se positionne à 6 heures moins 1, à 6 heures tapantes, on ouvre la porte. Mais moi j'étais réveillé depuis parfois 4 heures du matin, 5 heures, enfin plutôt 4 heures du matin que 5 heures du matin. Ça fait des nuits courtes. Donc le niveau de fatigue, le niveau de vigilance, il peut être amoindri. Donc là, si je ne me conditionnais pas, le risque, ça aurait été de ne pas être opérationnel. Donc dans le juste avant, c'était de me conditionner dans une énergie vraiment d'être inarrêtable, d'être focus, d'être concentré, d'être déterminé, d'être motivé. D'accord? Donc ça, c'est important. Demandez-vous dans le juste avant un événement, dans le juste avant ce que vous préparez, dans quelle énergie vous avez besoin d'être. Parce que là, concrètement, sur une intervention police, le but, en tout cas pour une intervention d'interpellation, le but, c'était pas d'être « bon, bah c'est cool, on va aller interpeller un individu qui est dangereux. Po, po, po. » Non, le but, c'était vraiment d'avoir un niveau d'activation physique, d'activation mentale, d'activation énergétique, on va dire, qui soit optimal. Quand je suis sur un autre type d'événement, parfois, j'ai besoin d'être plus serein, d'être plus calme, d'être détendu. Donc ça, c'est à vous aussi de vous poser la question dans l'événement que vous préparez, quel qu'il soit, juste avant. Par exemple, tout à l'heure, je disais en rigolant, mais c'est pas forcément qu'en rigolant. Imaginez, vous allez rencontrer votre belle-mère ou ça peut être toute autre personne qui a tendance un peu à vous stresser. Vous pouvez déjà vous préparer mentalement quelques heures avant et lorsque vous êtes sur le pas de la porte, de dire « Ok, allez, je prends une bonne inspiration, une bonne expiration. » Je vais être une belle personne, je vais l'écouter, je vais être dans l'empathie, je vais être là pour vraiment passer un bon moment et vous conditionner mentalement à ce qui va se passer après. Donc ce conditionnement-là, il est très important. Et en fait, chaque phase que je suis en train de vous évoquer, ça permet de remettre de la conscience dans ce que vous vivez. Ça vous permet finalement de vous préparer à être dans le moment présent. D'accord? Donc ça, c'est fondamental. On a vu le avant, on a vu le juste avant. Et dans le pendant l'intervention, donc là, on revient sur les interventions police. Dans le pendant les interventions police, tant que toutes les personnes n'étaient pas interpellées, eh bien, mon niveau d'activation, mon niveau de vigilance devait être optimal. D'ailleurs, sur une intervention, petite histoire comme ça, une petite anecdote sur une intervention. À un moment donné, j'ai une collègue qui me dit « Tiens, Geoffrey, la porte là-bas, elle n'a pas été faite. » Donc, un appartement qui était vraiment très grand. Il y avait une porte qui n'avait pas été faite. Donc, on va voir dans cette chambre. Et là, heureusement que notre niveau de discernement, d'activation et d'attention était à son comble parce qu'il y avait encore
un des frères de la personne qui était interpellée, qui était là. Et d'ailleurs, cette personne-là, dès qu'elle a vu que c'était la police, elle est allée directement au contact. Et voilà, on a dû l'interpeller un peu avec coercition. Donc, toujours garder dans le pendant quel niveau d'activation vous avez besoin. Par exemple, moi, quand je préparais une personne pour un trail de plusieurs centaines de kilomètres, il y a des moments où elle avait besoin d'avoir son niveau d'attention et de focus très élevé, notamment dans des descentes où ça demandait beaucoup de technique, et à des moments sur du plat où il n'y avait pas de souci. Là, son niveau d'attention pouvait être beaucoup plus relâché. Donc, n'oubliez pas aussi que ce niveau d'attention, ce niveau de vigilance prend énormément de jus, en fait. D'accord ? Donc, dans le pendant, ce qui est intéressant, c'est de prendre du recul aussi par rapport à vous-même, de savoir dans quel état vous êtes et surtout quel état vous avez besoin et en fonction de ça, de s'ajuster. Ensuite, il y a le après. Le après l'intervention, nous, ce qui est intéressant, c'est de faire des débriefings, de faire des feedbacks. Parfois, on le faisait en équipe, parfois, pour des raisons quelconques, on n'avait pas l'occasion de le faire. Moi, en tout cas, à chaque fois, je me faisais un feedback personnel. Je me posais la question 1. Dans cette intervention, qu'est-ce que j'ai bien fait ? 2. Dans cette intervention, qu'est-ce que j'ai moins bien fait et que je pourrais améliorer ? 3. Qu'est-ce que je pourrais ajouter en termes de compétences personnelles? Peut-être que je peux m'améliorer techniquement, peut-être que je peux augmenter, être plus serein, peut-être que je peux être plus dynamique, je peux être plus focus, je peux mieux communiquer avec mes collègues, peut-être que, etc., etc. Donc tout ça, c'était le discernement que je faisais après l'intervention. Ensuite, qu'est-ce que j'enlève dans les choses que j'ai faites ? Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire vraiment différemment pour que ça soit encore meilleur ? Donc en gros, les points, c'est ça, c'est qu'est-ce que j'ai bien fait ? Qu'est-ce que je peux améliorer ? Qu'est-ce que je peux ajouter ? Qu'est-ce que je peux enlever ? Et qu'est-ce que je peux transformer ? C'est les 5 points pour faire vraiment un débriefing qui soit opérationnel. Et quand vous faites un débriefing comme ça, quel que soit l'événement, même si vous allez voir votre belle-mère ou que vous prépariez une conférence devant plusieurs milliers de personnes, le but, c'est de faire preuve aussi de beaucoup d'humilité et de vulnérabilité. Parce que si vous partez du principe que vous avez tout bien fait, le risque, c'est quand un autre événement va se reproduire, vous ne soyez pas au top du top et que vous refassiez peut-être les mêmes erreurs ou en tout cas que vous restiez sur un niveau qui soit équivalent alors que vous auriez pu vous améliorer. Et d'ailleurs, moi, vous savez, c'est ce que j'ai trouvé toujours intéressant dans les groupes d'intervention, que ce soit le RAID, que ce soit les BRI, le GAP ou tous ces groupes d'intervention, toutes ces équipes qui font vraiment du travail spécialisé, ce que j'ai toujours trouvé fascinant chez eux, c'est qu'ils sont à la recherche de l'amélioration continue. Moi, c'est toujours ce qui m'a intéressé dans ces groupes d'intervention, c'est qu'ils cherchaient vraiment des détails pour être toujours meilleurs. D'ailleurs, une anecdote qui me vient en tête, je me souviens lorsque j'étais sur un stage de préparation mentale, qu'on était formé chez les militaires, là j'avais un collègue du RAID, qui s'appelle Cédric pour ne pas le nommer, hein. C'est un mec moi, qui m'a toujours vraiment beaucoup inspiré par son humilité, par cette volonté toujours de s'améliorer. Et à un moment donné, on va sur une épreuve aquatique. Une épreuve aquatique, en fait, on avait un parcours à faire, ou un parcours de mémorisation, et puis on vous pousse vraiment dans vos retranchements. En fait, vous avez les yeux bandés, mais vous savez, avec un sac sur la tête qui arrive à peu près au niveau du nez, voire de la bouche. Vous avez une tenue militaire qui est complètement trempée, mouillée, où il fait froid. Donc tout ça, c'est fait pour travailler sur vos différents sens. Et on savait sur ce parcours, parce que le but c'était de le préparer aussi mentalement, on savait sur ce parcours qu'à un moment donné, on était amené à monter sur une structure gonflable et on était assis sur cette structure gonflable et en arrière, en fait, on devait faire une pirouette arrière, pieds et mains liés, et on atterrissait dans l'eau. Donc en fait, pieds et mains liés, pirouette en arrière, vous atterrissez dans l'eau. Et là, le but, c'était de nager jusqu'au bord en ayant pieds et mains liés dans la piscine. Concrètement, on ne risque rien. Oui, je répète, concrètement, on ne risque rien puisqu'il y a des plongeurs qui sont là, il y a des gens qui sont là pour assurer votre sécurité. Mais même si on sait qu'on risque rien, au fond de soi, ce qu'on ressent, on a peur, on est en milieu complètement inconfortable. Et en plus, me concernant, même si je m'appelle Brochet, mon nom de famille c'est Brochet, et que c'est un poisson d'eau douce, l'eau, c'est pas du tout mon élément. Donc là, à ce moment-là, je vais voir mon copain qui s'appelle Cédric. Je lui dis, tiens Cédric, comment toi qui as l'habitude, qui as déjà fait ce genre d'épreuve, comment tu te sens par rapport à ça ? Et là, il me dit quelque chose qui, pour moi, m'a toujours marqué. Il me dit, tu sais, Geoffrey, même si je l'ai déjà fait, je considère que je fais ça comme si c'était la première fois. Évidemment, je l'ai déjà fait et mon cerveau a déjà l'habitude de cet environnement. Mais par contre, j'ai un niveau d'attention comme si je le faisais
la première fois. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très précieux ce qu'il me disait là, parce que effectivement, ça faisait preuve de beaucoup d'humilité et surtout, ça montrait à quel point il restait toujours vigilant, parce que le risque sur ce genre d'épreuve-là, si vous êtes en excès de confiance, c'est que vous n'ayez pas le bon discernement, la bonne capacité d'adaptation et que là, votre gestion émotionnelle, votre gestion mentale, votre gestion comportementale ne soit pas du tout adaptée à ce que vous allez vivre. Donc ça, vraiment, je tiens vraiment à le remercier pour cet échange. Peut-être que lui, d'ailleurs, il ne s'en souvient plus de m'avoir dit ça, mais là, à ce moment-là, moi, ça m'avait vraiment beaucoup aidé. Donc voilà pour cette première question. On a pris un petit peu de temps, enfin j'ai pris un petit peu de temps pour y répondre. Donc c'était sur savoir comment je me préparais mentalement pour les interventions matinales. Donc il y a encore une fois le avant, le juste avant, le pendant et le après. Demandez-vous, vous, dans votre quotidien, comment le fait de séquencer, le fait de conscientiser ces différentes périodes va pouvoir vous aider dans votre évolution personnelle ou professionnelle. Deuxième question, qu'est-ce qui a beaucoup impacté ta faculté de discernement lorsque tu agissais sous stress ? Ça, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de choses en fait qui impactaient ma faculté de discernement. Je pense que ce qui impactait beaucoup plus ma faculté de discernement, ma faculté à lâcher prise, ma faculté à être capable de m'adapter, c'était le sommeil et la fatigue. Parce que quand on travaille en police, on peut, enfin après ça dépend des services, mais moi quand j'étais soit en commissariat de secteur ou alors lorsque j'étais en unité départementale d'intervention, on avait des horaires complètement différents. Parfois, on travaillait de nuit, parfois, on travaillait en matinée, parfois en après-midi, parfois en soirée. C'était vraiment varié et on pouvait être décalé régulièrement, ce qui fait que notre sommeil était réellement impacté. Et là, pour le coup, lorsque vous êtes fatigué, vous avez votre zone de maîtrise qui est vraiment très réduite. Cette zone de maîtrise, c'est finalement lorsque vous maîtrisez la situation parce que vous avez une capacité de discernement, vous avez un dialogue intérieur, vous avez une gestion émotionnelle et mentale qui est correcte et qui vous permet d'avoir des comportements qui soient adaptés à la situation. Donc là, plus vous avez de la fatigue, plus vous avez du manque de sommeil et plus cette zone de maîtrise est réduite. Donc il ne faut pas grand-chose pour avoir un impact émotionnel et il ne faut pas grand-chose pour parfois avoir un dialogue intérieur qui soit plutôt négatif ou qui soit en tout cas pas du tout productif. Je vous donne un exemple très concret. Quand vous êtes en vacances, que vous êtes reposé, que tout va bien, là, il peut vous arriver des choses. Quelqu'un peut vous bousculer dans la rue sans le faire exprès, il s'excuse. Vous dites, bah ok, pas de souci. Il vous arrive la même chose, à savoir la personne vous bouscule dans la rue alors que vous avez travaillé pendant une journée complète, vous êtes fatigué, vous vous êtes peut-être pris la tête avec une personne au travail, vous êtes peut-être pris la tête avec votre conjoint, votre conjointe, il pleut, il fait froid, et à ce moment-là, la personne vous bouscule, autant vous dire que votre zone de maîtrise est plutôt fine, et ce qui fait que là, concrètement, peut-être que vous allez dire des choses, peut-être que vous allez penser des choses, peut-être que vous allez ressentir des choses qui ne sont pas du tout adaptées, alors qu'en fait, si on prend du recul, c'est juste une personne qui vous a bousculé avec un petit coup d'épaule sans faire exprès et en plus qui s'est excusé. D'accord ? Ce qu'il faut comprendre donc, sur ce qui moi m'impactait quand j'étais dans la police et ce qui aussi m'impacte encore aujourd'hui, c'est mon manque de sommeil et aussi la fatigue qui a un effet direct sur ma gestion mentale, émotionnelle et comportementale. Maintenant, il y a d'autres choses qui peuvent diminuer votre faculté de discernement. Un exemple, quand on était amené à intervenir sur des situations où il y avait des enfants qui étaient en jeu, où émotionnellement c'était compliqué, là forcément, on n'est pas des machines. Donc forcément, c'est difficile. Donc ça demande d'être encore plus rigoureux, de remettre encore plus de cadre. Je vous donne un exemple. Lorsque j'intervenais sur, par exemple, des différents familiaux où vous aviez une gamine de des petits bouts de chou là, qui avait 3-4 ans et qui s'était fait cogner par leur père alcoolique et qui avait aussi cogné sur leur mère, autant vous dire qu'à ce moment-là, la faculté de discernement, elle était compliquée. D'accord ? En tant qu'homme, on a juste envie de lui faire la même chose, soyons clairs. Par contre, en tant que professionnel de la sécurité, il était impossible de régler les comptes. Nous, notre objectif, c'était juste de l'amener devant la justice. Donc là, effectivement, quand c'était un contexte familial, quand c'était un contexte un peu émotionnellement difficile, là, ça agissait avec évidence sur ma faculté de discernement et forcément, le stress avait tendance à augmenter. Je forme des gens au coaching en préparation mentale. Quand vous avez quelque chose qui est émotionnellement fort, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre encore plus de cadre parce que ça vous protège tout simplement. D'accord ? Donc, voilà pour répondre à cette question. Il y a vraiment la fatigue, le sommeil et en plus, lorsque c'est un contexte un petit peu émotionnellement délicat, là, forcément, ça agissait sur ma faculté de discernement.
Alors, avant de passer à la question suivante, j'espère en tout cas que tout ce que je vous partage là en ce moment, vous voyez, je vous partage en toute transparence, en toute humilité. Je suis pas en train de vous dire que j'étais le meilleur flic de France, je suis pas en train de vous dire que j'étais une machine, un guerrier et que je ressentais rien, hein. Vous savez, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que lorsque j'étais sur les interventions, je me coupais de mes émotions parce que sinon, c'était très compliqué d'avoir un discernement mental. Mais quand je rentrais à la maison, croyez-moi, quand vous avez côtoyé toute la journée des choses négatives, des choses qui sont émotionnellement difficiles, il m'arrivait de pleurer, il m'arrivait d'être triste, il m'arrivait d'être fatigué. C'est pour ça aussi que pendant des années, je me suis réfugié dans le sport parce que pour moi, c'était un exutoire. Ça m'a permis de décompresser. Et concrètement, je salue vraiment toutes ces personnes qui aujourd'hui, depuis des années, depuis 10, 20, même parfois plus, travaillent encore dans ces métiers de l'urgence, que ce soit la police, la gendarmerie, les pompiers, le SAMU ou autre, parce que ça prend vraiment beaucoup. C'est honnêtement, en tout cas c'est ma croyance, je ne pense pas qu'on puisse couper en faisant on-off par rapport au métier qu'on fait, à ce genre de métier. C'est pour moi, on reste quand même des humains et on reste plus ou moins touché par ce que l'on peut voir, par ce que l'on peut ressentir dans ces situations qui sont vraiment, très souvent en tout cas, difficiles. Alors, question suivante. Geoffrey, tu étais moniteur de tir dans la police. Comment utilisais-tu la préparation mentale pour toi et pour les gens que tu formais au maniement des armes? Alors, c'est vrai que le fait d'utiliser des armes, c'est quelque chose qui est assez anxiogène. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de tirer avec une arme à feu, mais c'est vrai qu'en plus, quand on tire avec des balles réelles, quand on n'a jamais utilisé, ça peut être assez stressant. Quand j'étais à l'école de police des officiers, j'avais différents types de publics. J'avais des collègues qui avaient fait plusieurs années au RAID ou à la BRI, donc pour eux, autant vous dire que les armes, ils connaissaient, pour certains même mieux que moi. Et on avait aussi des personnes qui sortaient de la faculté et qui n'avaient jamais utilisé une arme à feu. Donc là, pour certains, pas pour tous évidemment, mais pour certains ou certaines, c'était très anxiogène, c'était très, très difficile d'appréhender l'arme. Donc là, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que mon positionnement, moi, il était crucial, il était fondamental. C'est-à-dire que si moi, j'arrivais avec rigidité, en interagissant de façon trop brute avec la personne, ça pouvait encore plus accentuer son stress. D'ailleurs, petit aparté, peut-être vous, dans votre job, dans votre quotidien, pensez aux personnes qui sont stressées dans votre entourage. Observez-vous et demandez-vous si votre façon d'intervenir est aussi adaptée à la situation générale. Donc, je reviens au maniement des armes avec mes élèves. Là, concrètement, moi, j'intervenais de façon très cool avec eux. Je mettais un cadre qui était relax. Je dis, OK, voilà, tiens, l'arme là, elle est en sécurité. Regarde comment ça se passe. Regarde, manipule-la tranquillement. Vous voyez, dans ma façon de parler, dans ma façon de communiquer, j'étais très cool, j'étais très relax. Par contre, intérieurement, j'étais ultra focus et j'étais très attentif parce que, ne l'oublions pas, c'était des armes réelles avec des balles réelles. Donc, ce qui était important pour moi, c'était d'apporter vraiment du calme, de la sérénité, tout en ayant un niveau de vigilance très attentif, parce que vous n'êtes pas à l'abri d'une personne qui, lorsqu'elle a son arme à la main qui est chargée, eh bien, dérive à droite, à gauche, et dans ce cas-là, met en danger soit moi, quand j'étais moniteur de tir, ou alors les autres personnes qui étaient sur le pas de tir. D'accord ? Donc tout ça, ça demandait vraiment une gestion autant émotionnelle et mentale de ma part que une gestion aussi émotionnelle et mentale de la part de la personne qui tire. Donc ça, c'était déjà premièrement le contexte qui était favorable, en tout cas, à ce que la situation se passe bien. D'ailleurs, une anecdote par rapport à ça, à un moment donné, on avait ce qu'on appelait des auditeurs étrangers, c'est des policiers étrangers qui venaient se former en France dans l'école, et donc on avait des gens qui venaient du monde entier. Et là, à un moment donné, sur le pas de tir, donc il y avait plusieurs tireurs, et donc derrière chaque tireur, vous avez un moniteur qui est là pour encadrer le tireur. Et là, je vois mon collègue sur la gauche, il semble en difficulté avec un tireur. Et en fait, cette personne-là, à chaque fois qu'elle tirait, elle fermait les yeux. Alors, imaginez un peu, quand on tire et qu'on ferme les yeux, c'est un peu dangereux quand même. Et là, je vois mon collègue qui semble en difficulté. Il me dit, Geoffrey, non mais là, est-ce que tu pourrais pas venir lui dire quelque chose, parce qu'il semble extrêmement stressé, extrêmement... Donc mon collègue, quand il m'appelle vraiment d'une façon très cool, très relax, hein, parce que c'était un très bon professionnel aussi. Mais sachant que j'étais préparateur mental et que j'avais cette capacité à aider les personnes à se détendre et à se relâcher et à être plutôt décontracté, donc il m'appelle. Je me dirige vers cette personne-là, et tout de suite, quand je m'approche, je vois qu'il y a autre chose que juste du stress. C'est un peu cette intuition qui me dit non, il se passe autre chose.
Et je dis à mon collègue, bah, écoute, ça te dérange si je discute quelques petites minutes avec? Il me dit, non, non, pas de souci, vas-y. Et là, en fait, dans mon approche, et c'est ça en fait qui est fondamental à comprendre, c'est aussi que dans votre approche, vous allez pouvoir créer un climat de confiance ou non. Donc là, dans mon approche, la personne étrangère, donc qui parle évidemment français, il voit qu'il peut se confier à moi. Et là, je lui demande comment il va. Et là, je vois qu'il y a quelque chose intérieurement qui est pas très bien. Je dis, OK, tu veux m'en dire plus? Quand je lui pose la question, c'est avec beaucoup d'empathie, c'est vraiment avec ce non-jugement. En tout cas, il a vraiment senti que j'étais pas là pour le juger, j'étais pas là pour le sanctionner, j'étais pas là pour le blâmer. Et là, il me dit, Geoffrey, quand j'appuie sur la détente, c'est vraiment difficile pour moi. Je suis OK, je comprends. Et quand tu dis que c'est difficile, qu'est-ce qui se passe réellement? Et là, en fait, cette personne-là me dit, vous voyez, rien que d'en parler, j'ai des frissons. Il me dit, Geoffrey, à chaque fois que j'appuie sur la détente, je me rappelle quand mes parents se sont fait abattre devant moi et que j'étais petit. Donc imaginez, là, c'est quand même une personne qui ose me faire part d'un traumatisme. Donc là, concrètement, on n'était pas du tout dans le domaine de la préparation mentale. J'étais face à une personne qui avait vécu quelque chose de traumatisant et il semblait en plus être traumatisé par la situation. Donc là, déjà, je le remercie de se confier à moi, je le remercie de faire preuve de vulnérabilité. Et je lui dis, est-ce que ça te dirait qu'on mette fin à cette séance? Il me dit, oui, je préférerais. Je dis, pas de souci. Ok, c'est cool, il n'y a pas de problème. Tiens, viens. Hop. Et puis, on est allé à l'extérieur du stand. Et moi, après, j'ai pas mal discuté avec lui et on en a convenu qu'on allait en parler à la psychologue de l'école et par la suite, on allait le dispenser de séance de tir. Mais vous voyez, ce qui est intéressant dans cette anecdote que je vous évoque là, c'est que la façon dont s'est confiée cette personne, et d'ailleurs, j'étais très reconnaissant dans le fait qu'il se confie comme ça à moi, mais ça dépendait aussi de la façon dont je suis intervenu auprès de lui, parce qu'il a senti qu'il pouvait se confier. D'accord ? Là, par rapport à ça, j'ai vraiment compris que ce n'est pas les techniques, ce n'est pas les techniques de communication, c'est pas tout ce que vous avez pu apprendre il faut dire ça, c'est quelle énergie vous dégagez lorsque vous approchez d'une personne, quel climat de confiance vous instaurez pour que justement la personne se sente sécure et qu'elle puisse, peut-être, si elle en a envie en tout cas, eh bien, se livrer à vous et que vous puissiez l'aider dans sa démarche, dans son évolution. Donc, Là, pour moi, la préparation mentale, elle a été vraiment utile parce que j'ai vraiment travaillé sur moi, sur ma façon d'être, pour après pouvoir aussi aider la personne quand c'était des situations complètement difficiles. Et encore une fois, je précise une chose, c'est que le collègue, lui, quand il a fait appel à mon aide, c'est pas que le collègue n'était pas compétent, c'est qu'il a juste considéré que, fort de tout ce que toutes les techniques et les stratégies que je connaissais en prépa mentale, j'étais peut-être plus à même, en tout cas, d'intervenir auprès de cette personne. Et petite parenthèse, heureusement aussi, autant pour ce tireur-là que pour nous, qu'on ait pu l'exempter de tir, parce que justement, ça allait leur faire retravailler ce traumatisme, mais ce n'était pas forcément une chose qui était bonne autant pour lui et autant pour les autres. Donc voilà déjà comment moi j'utilisais la préparation mentale dans le maniement des armes. Après, j'utilisais aussi différemment lorsque j'avais des personnes à accompagner qui étaient déjà expérimentées. Par exemple, je me souviens d'une personne qui, donc ça faisait à peu près... Elle devait avoir, je sais pas moi, 15-20 ans d'expérience en tant que policière. Et à chaque fois qu'elle tirait, le premier impact de balle était il était bien dans la cible et les autres, après, étaient un peu éparpillés. Donc là, rien qu'en l'aidant à visualiser, à l'imaginer, à répéter mentalement sa sortie d'arme, son positionnement, pour après imaginer d'appuyer sur la détente. Donc c'est ce qu'on appelle une répétition mentale. Donc là, répétition mentale juste. Donc là, en l'occurrence, elle fermait les yeux, elle restait debout. Donc là, rien que de la préparer mentalement comme ça, là concrètement, ça donnait des résultats qui étaient vraiment très intéressants. Et puis honnêtement, sur une séance de tir, on ne peut pas mentir. C'est-à-dire que les résultats, ils sont en cible. Si les impacts, ils sont à chaque bout de la cible ou alors s'ils sont centrés, eh bien ça se voit et là, c'est le résultat qui parle. Donc là, je me suis rendu compte et j'ai pu l'utiliser vraiment de nombreuses fois. Là, je pense à une personne en particulier, mais je l'ai utilisé beaucoup de fois sur des répétitions mentales juste pour améliorer cette technicité en tir. Et là, pour moi, ça a été vraiment très, très intéressant parce que concrètement, on peut tout améliorer grâce à la répétition mentale. Après, oui, il y a
des conditions vraiment particulières pour que cette répétition mentale soit optimale. Il faut vraiment utiliser les 5 sens pour ressentir pleinement. On peut le faire aussi de façon dynamique, on peut le faire les yeux ouverts, on peut le faire les yeux fermés, on peut le faire en étant soit debout. Bref, on peut le faire dans différentes situations et après, c'est à s'adapter en fonction des différents contextes. Donc voilà un petit peu comment moi j'utilisais la préparation mentale dans les séances de tir, et j'utilisais aussi en séance de groupe lorsque j'avais un groupe qui allait préparer un examen de tir. Donc là, je les aidais à se préparer mentalement pour ces épreuves qui étaient pour eux très importantes parce que ça comptait dans leur note générale et après, ça avait un impact sur leur classement final. Donc là, moi, je les préparais mentalement et je les aidais vraiment à être au mieux mentalement, physiquement, émotionnellement pour justement être comportementalement au top du top lorsqu'ils étaient sur leur séance de tir. La question, c'était comment je prépare les autres et comment je me préparais moi au tir. En fait, l'anecdote la plus intéressante que je peux vous faire part, en tout cas sur moi, comment je me préparais au tir, c'est lorsque j'ai passé le monitorat de tir. En fait, le monitorat de tir, pendant 2 semaines, vous vous entraînez au tir énormément pour devenir un bon tireur. À l'issue, vous avez une évaluation qui est éliminatoire et si vous la validez, cette évaluation, vous continuez le cursus. En fait, moi, pendant les 15 premiers jours donc de ces séances de tir, j'étais un bon tireur. J'avais vraiment progressé de façon incroyable. Je groupais tous mes tirs. J'étais, pour moi, un bon tireur et les instructeurs, c'est ce qu'ils me disaient aussi. Le jour de l'évaluation, je suis arrivé en excès de confiance. Je me disais, non mais attends, ça s'est bien passé pendant 15 jours, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, ça va bien se passer. Et pour même assurer un petit peu, je vais prendre un petit peu plus de temps pour assurer. Parce que c'était un parcours qu'on avait à faire en moins de 50 secondes. Et à l'entraînement, je le faisais autour de 40-45 secondes. Voilà, je vous dis de mémoire, à une seconde près. Mais voilà, donc j'étais large, quoi. Le problème, c'est lorsque je suis passé sur cette épreuve, eh bien, j'étais tellement en excès de confiance que j'ai pris trop de temps. Et au lieu de mettre 50 secondes, le temps qui était imparti, j'ai mis 56 ou 57 secondes. Et tous les impacts de tir qui avaient été tirés pendant cette période-là n'ont pas été comptabilisés, donc j'ai été éliminé. Et quand sur un groupe d'à peu près 20 personnes, on donne 3 noms et que vous faites partie de ces 3 noms pour vous dire « bah non, t'es éliminé », moi, honnêtement, je l'ai eu très dur. Donc, j'ai eu quand même la possibilité de repasser cette épreuve de tir. Et là, par contre, je me suis réellement préparé en me disant « attends, le niveau de confiance... » Donc, j'ai fait un débriefing, vous voyez, je me suis observé, je me suis analysé, je me suis dit okay, « qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que je pourrais perfectionner? Qu'est-ce que je dois enlever? Qu'est-ce que je dois rajouter? » etc. Et là, en fait, j'ai pris conscience qu'effectivement, j'étais trop confiant sur cet examen. Donc là, j'ai séquencé, comme je vous ai dit avant, dans le avant, juste avant, pendant et après. Donc, dans le juste avant, je me suis rendu compte que je pouvais encore optimiser ma préparation mentale et en me conditionnant à l'événement. Et là, concrètement, j'étais en mode machine, j'étais en mode compétition. Et là, au final, sur cette deuxième possibilité de repasser l'épreuve, le maximum, le chrono, c'était 50 et j'ai mis 43 secondes. Et sur ces 43 secondes, j'ai centralisé tous les tirs. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ça m'avait aussi flatté. Un des instructeurs qui était là, c'était le commandant qui était responsable du centre de tir, il dit à son collègue, tu vois, c'est intéressant parce que là, ce qu'on vient de voir, c'est typique un cas école. Quand il disait cas école, c'est-à-dire que toutes les positions, toutes les manipulations de tir que je faisais pendant le parcours, elles étaient faites à la perfection. Tout simplement parce que j'avais préparé mentalement tout le parcours, chaque manipulation que je devais faire, chaque tir que je devais faire, je l'avais répété des dizaines de fois. En fait, ce qu'il faut comprendre avec la préparation mentale, c'est qu'on prépare son mental, on prépare son cerveau à une situation. Et tout ça, c'est une question d'entraînement. Plus vous allez vous entraîner à le faire, et plus vous serez capable de vous adapter à la situation qui se présente. Et évidemment, n'oubliez pas, lorsqu'on se prépare à une situation, ce qui est très important, c'est d'anticiper autant le bien qu'autant ce qui peut mal se passer. Parce que si vous vous préparez d'une façon trop idéaliste, le risque, c'est lorsqu'il vous arrive des broutilles sur le terrain, et que vous soyez comme un con en vous disant « merde, qu'est-ce qui se passe ?» et là que vous perdiez vos moyens. Donc, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est d'être toujours capable de s'adapter et d'avoir des comportements qui soient juste et qui soit adapté à la situation. Donc voilà moi comment je me préparais mentalement et comment j'aidais aussi les autres personnes à se préparer mentalement, sachant que effectivement quand on est prêt mentalement, ça
ça agit sur ces actions. Et lorsque vous avez une arme dans la main, il suffit de bouger de quelques millimètres votre arme pour que l'impact en cible qui a lieu à plusieurs mètres de vous soit complètement différent. En gros, vous bougez de quelques millimètres ou quelques centimètres votre arme, la direction du canon, et 25 mètres plus tard dans la cible, l'impact peut être il peut avoir vraiment plusieurs centimètres, voire plusieurs mètres d'écart. D'accord ? Donc ça, c'est du concret, c'est du réel, et on voit vraiment l'impact de la préparation mentale sur la technicité. Question suivante, quelle technique utilisais-tu le plus pour gérer les situations dangereuses ? Il y en a tellement. Comme ça, s'il y avait une technique qui pour moi est des plus simples et surtout les plus efficaces, mais qui demande aussi à s'entraîner pour que l'on puisse justement s'ajuster, ou en tout cas qu'on puisse l'ajuster à ses propres besoins, c'est la respiration couplée avec le dialogue intérieur. La respiration, parfois on a besoin d'être plus calme, plus détendu, plus décontracté. Donc là, dans ce cas-là, on va utiliser des respirations qu'on appelle relaxantes, qu'on appelle décontractantes. En gros, c'est très simple, c'est le temps d'inspiration sera plus court que le temps d'expiration. Vous allez par exemple inspirer sur 2 ou 3 secondes et vous allez expirer sur un temps plus long de 4, 5, 6, 7 secondes, voire plus, voire moins, peu importe. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type de respiration agit sur votre système physiologique. D'accord ? Donc ça active le système parasympathique et ça permet à votre corps justement d'être en mode plus décontracté, plus détendu. À l'inverse, si on utilise des respirations qui sont dynamisantes, donc là où le temps d'inspiration sera plus long que le temps d'expiration, donc concrètement ça va faire... Là, on va activer le système sympathique, c'est celui qui prépare le mental, le corps à l'action. Donc là, ça nous permettra de dynamiser. Et si on couple ces types de respiration avec un discours intérieur qui est valorisant, qui est décontractant, qui est relaxant, qui est rassurant, qui permet aussi de centraliser, qui permet de focuser. Bref, le discours intérieur finalement dont on a besoin, eh bien, ça va permettre de donner beaucoup plus de puissance à sa technique de respiration. Et parfois, on a juste besoin de couper ce discours intérieur en mettant on-off, tout simplement pour rester focus sur la situation. Donc vraiment, si j'avais une technique comme ça qui me permettait, moi, de gérer les situations les plus dangereuses, en tout cas les plus stressantes, ça serait la technique de respiration avec un discours intérieur qui soit le plus adapté possible. Évidemment, tout ça demande de l'entraînement, ça demande de l'utilisation déjà dans des situations qui soient calmes, qui soient sécures, pour après être en mesure de les utiliser dans des situations qui soient plus à risque, qui soient plus dangereuses, en tout cas qui demandent plus de concentration. Parce que le but, c'est d'agir toujours en étant décontracté et en agissant avec concentration. Question suivante, as-tu déjà préparé des groupes ou est-ce que tu préparais uniquement en individuel ? En fait, je faisais les deux. C'est-à-dire que je préparais autant des groupes, là ça pouvait aller de 3 à 4 personnes, c'est le principe du groupe, hein. Un groupe c'est à partir de 2 personnes, et ça m'arrivait aussi d'aller jusqu'à près de 80, 100 personnes quand c'était en amphithéâtre, parce que je pouvais leur faire vivre aussi une séance de préparation mentale. Je pouvais évoquer des domaines comme la confiance en soi, la motivation, la fatigue, le lâcher-prise, le passage à l'action, etc. Plein de domaines du domaine de la préparation mentale, et on pouvait aussi leur faire vivre des situations en état modifié de conscience pour préparer justement leur mental à une situation future. Évidemment, lorsque j'intervenais en individuel, c'était beaucoup plus spécifique, beaucoup plus précis, on pouvait aller plus dans le détail et forcément, c'était beaucoup plus ajusté à la problématique de la personne. Question suivante, et ce sera la dernière pour en tout cas cet épisode où je réponds aux questions concernant mon poste de préparateur mental dans la police. Comment as-tu collaboré avec des groupes spécialisés dans le domaine de la préparation mentale ? Donc c'est vrai qu'en étant situé à l'école des officiers, j'ai eu la chance de côtoyer énormément de groupes d'intervention, que ce soit le RAID, la BRI, le GAP, qui est le groupe spécialisé du service de la protection, et d'autres groupes encore. Et ça m'a permis vraiment de comprendre comment eux fonctionnaient, qu'est-ce qu'ils mettaient en place, notamment sur leurs tests de sélection. J'ai eu la chance de pouvoir y assister à un certain nombre et je voyais pourquoi ils mettaient tel exercice à tel moment. Et en fait, ce qui m'a vraiment permis de comprendre que
eux, ce qu'ils recherchaient, c'était surtout un type de personnalité au-delà d'une personne qui était forte dans tous les domaines. Ils voulaient une personne qui avait cette capacité mentale, émotionnelle à s'adapter à différents types d'interventions. Évidemment, il fallait que la personne soit un bon policier et qu'il ait une présence d'esprit qui soit bonne autant pour lui que pour ses collègues. Ça, c'est évident. Mais maintenant, à candidat équivalent, il favorisait quelqu'un qui avait plus tendance à mieux gérer son mental, mieux gérer ses émotions. Et pour tester ça, les candidats dorment très très peu, ce qui fait que leur zone de maîtrise est vraiment très fine. Et du coup, là, on voit réellement la personnalité de chaque candidat qui se révèle, parce que concrètement, quand vous passez une semaine de sélection, vous dormez très peu, c'est difficile de le faire semblant. D'accord, ils viennent vous chercher dans vos retranchements, ils vous poussent ils vous bousculent un peu. Quand vous êtes sur des séances de combat, ils voient réellement comment vous agissez. Enfin bref, c'est vraiment très intéressant de voir comment justement la personne réagit et agit sous stress, sous pression. Et là, c'est ce qui permet pour eux, en tout cas, de sélectionner les personnes qui soient les plus malléables. Les personnes, quand je dis les plus malléables, c'est ceux qui sont capables de s'adapter à n'importe quel type de situation. Donc c'est vrai, d'avoir côtoyé ces différents types de personnes, différents types de groupes, moi, m'a énormément enrichi en termes de feedback, et ça m'a permis aussi aujourd'hui d'utiliser certaines choses que eux utilisaient quand je fais des mises en situation. Et c'est vraiment très intéressant parce que, bon, quand je parle de mise en situation, c'est des mises en situation pour des groupes spécifiques ou des demandes particulières. Mais en tout cas, tout ça, ça a été très riche pour moi, et aujourd'hui, c'est des apprentissages que j'ai vraiment utilisés et que j'utilise encore. Donc j'ai eu la chance de les rencontrer à l'école de police, mais aussi quand je me suis formé en préparation mentale chez les militaires, j'ai eu la chance de rencontrer énormément de personnes qui avaient vécu des différents conflits comme l'Afghanistan, le Mali, la Bosnie, enfin qui sont allés sur pas mal de théâtres d'opération, et de discuter avec eux, j'ai appris énormément de choses, et j'en suis ressorti vraiment grandi. Donc voilà un petit peu comment j'ai pu aussi travailler avec ces gens-là, sachant qu'aujourd'hui, même si je ne suis plus dans la police, j'ai pas mal de personnes qui viennent se former au sein de l'académie. J'ai des gens qui sont à la direction antiterroriste, j'ai des personnes qui sont dans des BRI, j'ai des personnes qui sont dans des services généraux, j'ai des personnes qui sont chefs de service. Bref, différents types de publics policiers qui viennent encore se former au sein de l'académie de puissance mentale, parce que justement, tout ce que l'on propose, ça permet autant de s'appliquer pour eux qui sont dans l'opérationnel, autant il y a des personnes qui sont dans les formations avec eux, qui sont en reconversion professionnelle, des personnes qui sont là aussi pour en apprendre plus sur eux-mêmes. Bref, tout ce qu'on propose, ça permet aussi évidemment de s'adapter à tous ces types de situations. Ça fait combien de temps là? On n'est pas loin d'une heure, hein, vraiment, où j'ai essayé en tout cas d'aller un petit peu dans le détail par rapport à certaines questions. Dites-moi concrètement si pour vous, je suis allé assez dans le détail ou pas. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de langue de bois par rapport à cet ancien rôle que j'avais de préparateur mental dans la police. Et d'ailleurs, aujourd'hui, au sein de l'académie, lorsque j'ai des feedbacks à donner, j'utilise parfois certaines situations qui m'ont été très utiles et qui permettent d'imager ce que je suis en train d'évoquer. Donc voilà, je n'ai pas du tout mis un cache sur ce passé. Au contraire, pour moi, ça a été un réel laboratoire où j'ai appris énormément de choses, et surtout, j'ai intégré, j'ai pu tester, j'ai pu expérimenter toutes les techniques qui aujourd'hui on utilise dans la méthode puissance mentale. Elles viennent du terrain, mais encore une fois, elles viennent du terrain autant de la police, autant du sport, autant de l'entreprise, autant par des particuliers. Bref, elle est multifacette et elle s'adapte surtout à tous les domaines. Voilà, j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cet épisode. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.